Sans contrôle, le podcast 100% FC Nantes. Loco Pedros, Loco, c'est fabuleux! Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels. Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence. Autour de la table, Allez là! Vous l'attendiez, Allez, Sabo! David Filippo, Ouest France. Quand on a son pom-pom chat. C'est Palois. Qu'est-ce C'est que mon c'est hommage à Pierre Palois. Arnaud Bar, Presse Océan. Malado, C'est de la malado, réalité, c'est là. malado, malado. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Un podcast présenté par Ah oui, c'est bien, vous ça. palmant, Ah ça. oui. J'aime bien ça. C'est pas mal. Quel classique. Charles Guyard, It West. Allez, salut les amis. Non, vous savez, c'est pas la même voix, pas le même nom non plus, la même pêche peut-être, on verra. Je sors du banc des remplaçants, je chausse les crampons, j'étraîne ici ma deuxième titularisation dans Sans Contrôle, pendant que votre serviteur habituel, lui, sirote des cocktails loin de nos vertes Ça contrées. glande. Hein. Bien comme il faut. C'est ouais. plus qu'a dit Camara. Effectivement, et je suis pas seul, vous l'entendez, et c'est heureux, sinon on s'arrêterait là. Allez, tel un cop en Brigade Loire, on va être à l'unisson. Certains étaient en vacances, d'autres ont accompagné nos Canaries de l'Olympe au purgatoire. Messieurs, tous ensemble, Jean-Marcel, David et Pierre Arnaud, je vous salue. Salut Charles. Et salut à toi, le fan des Canaries qui nous écoute. Faites pas la gueule, vous êtes contents quand même, non? Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Oh, ça fait peur. Oh, ça, S'enterrer c'est, tout seul, s'enterrer c'est Halloween, tout seul. ça. Messieurs, c'est Halloween, effectivement. La BO du film d'Halloween, rendez-vous compte. Il est très fort, ça commence. Mais tu l'as laissé 2 secondes. Ah bah écoutez, on Bah peut oui, en j'ai mettre quand un. trouvé même. tout de suite, moi. Allez, s'enterrer tout seul pendant qu'on fête les morts, avouez que ça ne manque pas de panache. Le FC Nantes l'a fait dimanche et voilà qui va relancer la machine à débat. Débat avec un S forcément puisque les Canaries sont passés en une semaine de la mèche rallumée à un feu d'artifice sympa mais tiré de travers à l'extinction totale. L'important c'est les 3 points, oui, mais pas sur un match, sur 3. On vous sert le menu tout de suite, c'est parti. Oh bah la c'est valse. Jacques Brel. Facile. C'est quoi, non? À 1000 temps. La valse à 1000 temps. Ben nous on va la faire à 3 temps pour Nantes avec le triptyque Paris FC, Monaco-Metz. C'était parti d'un bon pas, ça a fini sur les genoux. Est-on passé du meilleur au pire? Comment Luis Castro gère-t-il son vestiaire? A-t-il assez de joueurs pour faire tourner la boutique? La Beaujoire qui siffle à tort ou à raison? Sur le terrain on va distribuer les bons points et les mauvais. Quid des jeunes aussi, c'est l'ADN du club, réjouissons-nous, mais passe-t-on trop vite du rien au presque tout? Et enfin, on ira prendre la température à Océane, pas la tribune mais le stade, celui du Havre où les Canaries font escale dimanche. Là-bas ce sera le Rombon ou le Plongeon. On y repart, c'est parti. Pour toi, ça passe. c'est Facile, ça. I'm Singing Blue. En presque. C'est une reprise en plus. Oui, c'est une reprise. Bon, c'est les Clash, les. Non, c'est pas les Clash. Wonderful Les World. Ramones, Allez, Ramones, messieurs. vos classiques. C'est devenu une émission musicale. Ouais, c'est ça, c'est le top 50. Ne me sens comme si moi, pas là, t'as bah moi j'en profite, hein, là on va refaire votre culture musicale les gars. On va faire des compiles. Allez, What a Wonderful World, quel meilleur endroit que la ville lumière pour retrouver l'interrupteur dans la capitale. Nantes a savouré le succès avec entre autres un bijou de Matisse Sabline, ce qui a permis en passage à Valdemar-Kita de se pavaner dans le salon VIP de Jean Bouin devant une famille Arnaud en PLS à cause des débats sur la taxe Zuckman. Je vous l'avais bien dit qu'elle coûtait plus de 40 millions d'euros mon Alpine. Bon, il n'a toujours pas pigé, c'est Abline, mais c'est pas grave. S'il ne roule pas, il roule bien quand même, il court bien quand même, et donc il marque, et joliment en plus. 5 jours plus tard, souvenez-vous, face à Monaco, pas de but, mais un véritable festival de dribble, d'accélération, de centre et de passe D, et j'en passe, des Monégasques qui ont laissé un rein ici ou là sur la pelouse de la Beaujoire. Alors ça n'a pas suffi, messieurs, évidemment, mais on aurait pu parler de défaite encourageante si la semaine s'était arrêtée là, n'est-ce pas ? Oui, c'était encourageant, mais en fait, surtout la défaite, la victoire contre le Paris FC, parce que là, t'avais du contenu, t'avais surtout la première mi-temps qui était plutôt... En fait, même les deux, la première mi-temps était emballante avec le Nantes qui marque et qui mène au score, et la deuxième, ils étaient assez solides pour tenir le score et tenir le match. J'ai trouvé qu'ils ont concédé très peu de situations, donc... Paris, c'était chouette. Moi, Monaco, en revanche, m'a beaucoup inquiété parce qu'au-delà du spectacle, et c'était opération porte ouverte, quoi. C'était un match suicide de la part du FC Nantes. Ah oui, suicide à ce point-là. Bah oui,
Monaco, bah non, mais alors, quand on regarde un match de foot en tant que spectateur, c'est très sympa. Mais on avait posé la question à Castro, il nous l'a dit à la fin du match. Quand on est entraîneur, on n'aime pas ce genre de match. Il a perdu complètement le fil des débats. Il n'a pas réussi à peser sur cette rencontre. Et puis Nantes prend 5 buts quand même, ce qui est beaucoup. Et il pouvait en prendre 9 ou 10. Il y a un nombre de situations incroyables. Les Monégasques se sont régalés dans la défense adverse. Donc, ouais, pour moi, le match de Monaco, quelque part, était inquiétant et a lancé le match de Metz qui a été cata. Eh ben justement, parce que effectivement, défaite encourageante ou pas, ça aurait pu être le cas, sauf qu'il y avait un troisième office le dimanche, jour du Seigneur. On a eu droit à un bien triste vin de Metz, jeu de mots superbe, bien râpé et bouchonné par-dessus le marché normal. Pour un retour de vacances, on ne pourra pas reprocher aux copains d'Anthony Lopez d'être déconnectés. Pour conclure un week-end d'Halloween, ils étaient bien fantomatiques. Voilà, la semaine bien rembobinée. On va donc ouvrir les hostilités avec le sondage du jour, David. Quelle rencontre du FC Nantes, a priori, vous avez retenu de cette belle séquence? Alors, tu me prends un peu... Ah, pardon. Non, mais... écoutez, il faut se préparer. Non, mais je m'attendais pas à ça. C'est un truc à faire. Alors, quel match du FC Nantes voulez-vous retenir de cette séquence à 3 rencontres en 10 jours? Le beau succès au PFC, 30%. Le match fou de Monaco, 21%. Et forcément, le néant de Metz, 49%. Voilà, alors on vous disait pas celui que vous préférez, mais lequel vous retenez dans tous les sens du terme, vous messieurs. Alors manifestement pour nous. C'est la culture de l'instant, je dirais. Le dernier qu'on retient, c'est le dernier qui s'est joué, évidemment. Mais s'est-il vraiment joué d'ailleurs? Qu'est-ce que vous en pensez, vous messieurs? C'est vrai qu'on peut déplorer, regarde dans la séquence, de focaliser un peu trop peut-être sur la dernière photographie, mais c'est toujours elle en tous les cas qui donne l'impression et qui donne une influence importante, beaucoup plus que celle du PFC. Et pourquoi, en tous les cas, je pense qu'on la retient, c'est qu'au-delà du passage à travers, s'il y avait un match sur les 3 à pas perdre, en tous les cas, c'était celui-ci. Face à la Lanterne Rouge, qui était, on l'a entendu, Stéphane Le Mignan, avant de venir à Nantes, bon, ils étaient dans le dur face à Lens, le mercredi qui précédait. Ils n'avaient pas gagné un match. Ils s'interrogeaient s'ils avaient leur place en Ligue 1, ce qu'ils allaient faire de ce championnat-là. Enfin, pour eux, la saison elle pouvait se terminer mercredi à Metz. C'est ce qu'il a laissé entendre, et au final, Nantes a non seulement relancé un concurrent direct, mais en plus, c'est enfoncé par la même occasion, puisque aujourd'hui, il y a un petit écart avec le Havre de 4 points, où ils vont au Havre, donc ça sera difficile, et ça fait ressurgir tous les fantômes de passé, c'est-à-dire une incapacité de cette équipe à gérer le match qu'il fallait. Et effectivement, il est inquiétant à la fois dans le contenu et à la fois dans les conséquences qu'il induit. C'est vrai que Nantes tombe de haut, parce que depuis le début de saison, face à des adversaires présumés être un peu concernés par le maintien. On se souvient il y a eu Auxerre, victoire contre Auxerre. Nantes n'avait pas perdu beaucoup de points contre ses adversaires, avait plutôt fait le taf. Auxerre, Brest 0-0, Toulouse 2 buts partout. Ces 2 matchs à l'extérieur. Rennes aussi. Rennes, alors on va pas les considérer comme par une équipe qui est supposée jouer le maintien. J'en oublie une autre. Le PFC, victoire à Paris. À Jean-Bois, on en a parlé tout à l'heure, donc on se disait, ce FC Nantes est peut-être un peu différent du FC Nantes des années précédentes qui perdait toujours ses matchs importants. Avant le match de Metz, moi je me suis dit, allez, ce FC Nantes va réussir à s'imposer et va pas se foutre dans la panade. Surtout qu'il y avait déjà une grosse pression avant le match du PFC, qui était un premier tournant, qui avait plutôt été bien négocié, et il y avait comme une forme de continuité positive en tous les cas dans ce qu'on pouvait voir. On ne savait pas trop identifier encore cette équipe qui était capable de très bonnes choses et de choses très indigentes, ou en tous les cas de disparaître. Depuis le début de la saison, elle fonctionnait un peu sur ce cycle-là très aléatoire. Et à Paris, il y avait à la fois une cohérence et une constance dans le match, et je trouvais qu'il y avait une continuité, moi, contrairement à ce que dit Pab, dans le match de Monaco, où on a longtemps pointé leurs soucis offensifs. Et jusqu'au 3e but, même au 4e but de Monaco, Nantes, en tous les cas, il y avait quelque chose dans la détermination des courses, dans l'engagement, dans l'agressivité, et puis dans le jeu, il y avait une forme de fluidité qui avait été trouvée, une prise de risque aussi, et on sentait une équipe beaucoup plus en confiance. Donc il y avait quelque chose de porteur d'espoir, en tous les cas. Pour la saison, on avait le sentiment que la saison du FC Nantes était même lancée. Et au final, comme l'a dit David, c'est le retour sur terre qui est très brutal contre Metz, et il y a tout qui s'écroule. Mais là où je vous rejoins tous les deux, c'est que jusque-là, comme disait David, en fait, même si elle était dominée, elle arrivait à prendre des points et soit à rester solide derrière, typiquement à Brest, où Lopez fait énormément d'arrêts, mais ils prennent un point. Contre Monaco, effectivement, ils perdent, mais
ils ont été résilients jusqu'au bout, où ils étaient menés de 2 buts, et puis ils reviennent à 4-3, et puis ils ont des balles de 4-4. Tu te dis, ils lâchent pas en tout cas l'affaire. Et contre Metz, ce qui est inquiétant et ce qui fait oublier finalement les 2 premiers matchs, c'est pour ça qu'on retient cette photographie-là, c'est que tout ce que tu as vu de bien à Paris et contre Monaco, tu ne l'as pas vu contre Metz. Et effectivement, tu retrouves le type de match de la saison dernière où tu as une équipe qui manque de rythme, qui se dit je suis au-dessus, en étant patient, je vais faire la différence, et qui au bout d'un moment commence à stresser, commence à paniquer et se fait avoir bêtement en fin de match. Et c'est malheureusement le scénario qu'on a vu trop souvent. Je sais que les joueurs n'étaient pas d'accord avec nous dimanche soir, mais Jean-Marcel l'a dit, il y a eu ces 2 matchs, le PFC, Monaco. Il y a eu beaucoup d'euphorie en interne après le PFC, du côté de la Jaunelière. Une forme de soulagement. Soulagement et euphorie un petit peu. Il y a eu ce match de Monaco qui était un vrai feu d'artifice, même s'il n'y a pas eu les 3 points, il y a même eu 0 points. Et je me demande si les joueurs n'ont pas un peu pris de haut. On a parlé de suffisance. Certains de mes confrères utilisaient ce terme après la rencontre. Les joueurs ont dit non, il y avait pas de ça. Mais moi, je me demande, il y a eu des attitudes, j'ai trouvé dimanche, qui pouvaient laisser penser qu'il y avait un peu de suffisance. Est-ce qu'on les a pas aussi déposés sur un piédestal ? Il y a eu la victoire face au Paris FC. C'est vrai que Monaco, en dépit de la défaite, la copie n'était pas si brouillonne que cela. Ça donne confiance, naturellement. T'as l'adversaire. Enfin, Metz, comme l'a dit Jean-Marcel, il n'avait gagné qu'un match. Alors, le mercredi juste avant face à Lens, et qui était une victoire qui n'était pas volée, 2-0. C'était une victoire autoritaire de la part de Metz, mais à l'extérieur, c'était 0 points pris, 21 buts encaissés. 3 buts au minimum par match encaissés. C'était même 4 quasi, parce que c'était... c'était énorme en fait. Et Metz était vraiment au fond du trou. Et tu te dis, effectivement, avec ces 2 matchs-là, comme dit David, il y avait quand même de l'euphorie après le Paris FC, mais c'est vrai que c'est le milieu du foot, et encore plus à Nantes, parce qu'à Nantes, t'es jamais capable depuis 14 mois de gagner 2 matchs d'affilée. Donc dès que t'en gagnes un, t'es content et tu te dis ça va lancer quelque chose. Monaco, malgré la défaite, ça te maintient une dynamique parce que t'as du spectacle. Et contre Metz, effectivement, là par contre, t'avais un match qu'il fallait absolument gagner. Alors je sais pas s'ils les ont pris de haut, mais en tout cas, t'as senti beaucoup plus la pression sur ce match-là que Monaco, où quelque part t'avais pas grand chose à perdre, parce que Monaco est pas dans ton championnat, c'est un match de gala. C'était le match de gala de la semaine, mais quand vous perdez celui de Metz, il aurait bien fallu prendre les points avant. Le problème il est là sur la dynamique de la semaine. Effectivement, Monaco n'était pas du tout la priorité, mais oui, mais après Luis Castro l'a toujours dit, lui il prend le match à venir comme le match le plus important. Donc les uns après les autres, on va revenir. Les matchs, du coup. Voilà, mais ça c'est important. Ça. Non, c'est dur en plus. T'aurais pu te dire peut-être qu'on va faire un peu plus tourner, c'est une semaine à 3 matchs, Nantes n'a pas l'habitude, on reviendra dessus, un banc un peu court, mais tu te dis peut-être qu'il va faire tourner un petit peu contre Monaco pour garder le plus de force vive possible face à Metz. Ça n'a pas été le cas, parce qu'il voulait absolument prendre des points contre Monaco. Le bilan, c'est comme tu disais, 3 points en 3 matchs. Dynamique dans le jeu sur Monaco, garder les automatismes naissants qui étaient apparus face au PFC, donc là-dessus c'était louable. Et en même temps, il a pris un risque, puisque moi j'ai trouvé surtout pas cette équipe en déficit de suffisance, surtout en manque de jus complètement. Elle a été incapacité de changer de rythme, elle a été en incapacité de prendre des initiatives avec des joueurs même qui se sont un peu cachés. Je pense à Deben Tabibou par exemple, qui a l'habitude plutôt de demander les ballons, et même dans des conditions difficiles. On sentait que cette équipe-là, elle était... je pense marquée physiquement par la débauche d'énergie. Et pas que physiquement, parce que mentalement aussi. J'allais le dire. Et aussi mentalement par le scénario du match où jusqu'à la 90e... vous caressez quand même quelque chose contre Monaco. Jusqu'à la 90e, elle est encore dans l'énergie pour aller arracher un match nul. Donc, Mais Luis Castro l'a dit d'ailleurs après le match, il a pointé le fait que Monaco a fait un match infâme face au Paris FC. Ils perdent 1-0 à Louis II. Et il dit ce match-là, pour lui, le Nantes-Monaco, c'est le match le plus intense de la saison. Et les 2 équipes n'ont pas réussi à s'en remettre, que ce soit physiquement, mais aussi dans l'influx nerveux. Il aurait fallu inverser les 2 matchs, Metz et Monaco finalement. Jouer Metz mercredi. Je veux bien tout entendre. Enfin, Monaco joue quand même la Ligue des Champions. Ils ont l'habitude de jouer la semaine.
il me semble qu'ils ont joué sans doute depuis le début de saison des matchs plus intenses que celui de Nantes, même s'il il y avait une grosse intensité. Nantes, le FC Nantes n'est pas capable de jouer 3 matchs en une semaine. Ah bah ça c'est fort possible. Pas forcément avec le même 11 de départ. Surtout avec le même 11, c'est pas possible. Enfin, je sais pas si on va en parler. Oui, on va parler de la profondeur de banc qui évidemment. effectivement est un peu compliqué. Vous l'avez dit. En tout cas, sur cette semaine, bah voilà, effectivement, le gros gadin, évidemment, c'était la réception de Metz. Allô maman. Souchon. Bon, je pense qu'elle a dû passer plein de fois celle-là. Metz donc, c'était une calamité. Avant d'en discuter ensemble, on va d'abord écouter les principaux intéressés, les acteurs de cette purge, parce que oui, c'était une purge et même Kelvin Amian en est conscient. Il est plutôt d'accord avec l'analyse. Plus mauvais match, mais il n'y a pas tout à jeter. C'est-à-dire, je pense qu'on aurait dû... Voilà, on a eu une possession assez stérile. Il fallait être plus... avoir plus d'engagement dans nos courses, avec le ballon, pour leur faire mal. Voilà, fallait leur faire un peu plus mal. Tu sens qu'il manquait de jus, les gars. Il en manquait un peu. Il n'y avait plus de batterie. On dirait le Walkman, tu sais, des années 80 quand t'avais plus de piles, quoi. Il a le mérite de venir au moins, lui. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont venus après le match. Leur faire mal, Dixit Amian. Il parlait bien sûr de ses adversaires du jour, pas des supporters qui toussent un peu et sifflent aussi, ce qui déplaît à ce même Kelvin Amian. Ouais, moi je trouve que c'est sévère. Dans mes discours, je vais toujours être positif. Et la saison, il reste des matchs. On a, franchement, depuis le début de la saison, on montre un beau visage. On a confiance. Et ça s'est manqué de peu sur des matchs nuls ou des victoires. Et ils nous ont toujours encouragés. Et aujourd'hui, même première mi-temps, on fait un peu on tourne un peu le ballon. Ça nous siffle. Je pense que c'est pas la bonne attitude qu'il faut montrer. Il faut nous aider. Allez là, wow, on dirait la danse de la brioche de David, non? Alors, mais c'est dynamique, quoi. Mais tout est dans le montage aussi. Il en a rajouté. Alors, messieurs, pire match de la saison ou pas, cette réception de Metz? Pour moi, oui, parce que notamment, en fait, là où c'est le pire match, c'est que t'attendais tellement plus. En fait, souvent avec le FC Nantes, on le dit au micro régulièrement ici, c'est j'attendais rien et j'ai quand même été déçu. Et là, mais surtout après Monaco, pas. Oui, mais là t'avais de l'attente. Après Paris FC et Monaco. T'avais de l'attente et même Manga l'avait dit en conférence de presse avant le match. Il avait dit c'est un match déclic. Là il va y avoir Metz, Le Havre, Lorient. Metz, ça doit lancer une dynamique et puis la dynamique rien du tout. Et c'est vrai qu'il parle du public, on va en parler. Ouais. Mais t'avais le match de mercredi où t'as une enflammade totale sur le terrain et en tribune parce qu'on sait que la Beaujoire est capable de s'enflammer dans les grands rendez-vous. Malgré la défaite, tu avais le COP qui a applaudi les joueurs, qui les a encouragés. Et en fait, dimanche, effectivement, tu avais une attente de la part de ce public parce qu'il faut voir quand même que tu avais 27 000 personnes au stade, dont certains qui ont pris leur place entre mercredi et dimanche en se disant là, c'est bon, c'est parti, on va voir du spectacle. Et quand tu payes ta place et que tu vois ça, effectivement. Alors moi, je suis pas. Ouais, mais ça, c'est ceux qui sont pas supporters en fait, mais qui sont spectateurs. Après, moi, j'ai trouvé effectivement, si on reste sur le fond, j'ai trouvé très sévère effectivement les soufflets à la pause parce qu'il y avait 0-0, il y avait forcément pas moyen de s'inquiéter. Avant la pause, aussi. Très tôt. Moi, j'ai trouvé ça effectivement sévère. Surtout au regard de la séquence dans laquelle le FC Nantes se trouvait et de la dynamique dans laquelle le club était. J'ai trouvé que oui, c'était sévère. Par contre, franchement, que les joueurs en parlent et que le coach, le premier, en fasse un élément de langage et d'analyse après match, ça, j'ai trouvé ça complètement déplacé. Ils n'ont même pas à focaliser là-dessus. Pour moi, c'est un non-événement, même si on peut le regretter. Et surtout, ça m'a pas choqué, par contre, après la 80e et le premier but, qu'il y ait des sifflets au regard de ce qu'on voyait. On peut pas leur reprocher, Jean-Marcel, de répondre à nos questions sur les sifflets. Ils ont donné leur sentiment. Ça a été spontané. Louis Catro l'a dit spontanément. Donc, nous, en tout cas, la question était posée. Oui, donc je savais pas si il était en conf avant, et donc on a senti que c'était quelque chose qui était. Dont il avait envie de parler. Est-ce que c'est un écran de fumée? Non, mais c'est le problème aussi. Tu ne peux pas dire en 3 jours, espèce de 3 jours, qu'on a le meilleur public d'Europe. C'est ça le problème. Et derrière, regretter qu'il se fait siffler à la 40e. Donc, c'est pas incompatible. Non, je trouve que c'est pas incompatible. Après, tu l'as dit, les sifflets sont un peu durs. En plus, ils visaient, comme Nantes, galérait un petit peu à construire, prenait du temps, revenait derrière. C'est Tati qui a pris les sifflets. Il ne faut pas oublier qu'elle a 17 ans. Quand même, c'est un peu dur, effectivement. Mais c'est
Voilà, c'est la dure loi du foot, c'est que on t'encense le mercredi et on te siffle le dimanche, quoi. Non, mais après, je pense que ce qui a été sifflé aussi, c'est ça qui l'oublie. C'est pour ça que je trouve que c'est malvenu de sa part d'en faire un élément de débat d'après-match. Ce qui a été sifflé, c'est l'absence de rébellion, de révolte, d'emprise en tous les cas et de volonté sur ce match-là, comme si c'était un match lambda comme un autre. Or, on voit bien qu'au niveau du classement, il a des conséquences assez terribles. Il a des conséquences dans la dynamique. Il a plein de conséquences. Cette défaite-là, elle est lourde à plus d'un titre. Et je trouve que le FC Nantes n'a pas été à la hauteur de l'enjeu de ce match. Et là par contre, les sifflets sont très légitimes pour moi. Et je ne comprends pas que Luis Castro en fasse un débat, si ce n'est c'est qu'il a comprendre ça. Il a perçu que ça avait touché son groupe, qui est en plus très jeune en ce moment. Il est en complètement décalage entre ce qu'il a montré sur le terrain pour moi, il aurait dû faire profil bas là-dessus. Il peut faire que profil bas. Je sais pas. Là où tu as raison, c'est que toujours. Non, je dis pas complètement. Profil bas un peu. Non, mais là où tu as raison, c'est que en fait, à défaut, on sait très bien que cette équipe de Nantes, elle n'est pas dotée en individualité de joueurs extraordinaires. Non, mais attends. Non, parce que ce que j'ai dit mercredi, c'est pour ça que je suis pas d'accord. C'est ce que je disais mercredi, c'est que tu as compensé les carences individuelles ou collectives de ton équipe, mais pareil à Paris, par une générosité, par du cœur, par de l'allant. Et c'est ce que je disais mercredi, c'est que tu as compensé regarde le déficit technique par rapport à Monaco, il était flagrant, mais tu as compensé avec du cœur, avec de l'envie, avec de la générosité, avec de la résilience. Et c'est tout ce que tu n'as pas eu dans le jeu, dimanche. Pas si mal. Ouais, je trouve que tu as mais c'était au courage, un cran en dessous Monaco forcément, mais c'était pas. Monaco s'est montré plutôt maladroit aussi au milieu de terrain, au début de terrain. Le nombre de pertes de balles dont Nantes a pu profiter. D'ailleurs, il y a un chiffre, c'est que Nantes, qui était l'équipe qui gagne le plus de duels depuis le début du championnat, je crois qu'il y avait un seul match jusqu'ici où ils n'avaient pas remporté les duels au final. C'était Lille. Et là, c'est la deuxième fois. Et là, ils sont passés complètement à travers. 60% des duels remportés pour le FC Metz. Enfin, ça dit quand même pas mal de choses, de tout ce qui a manqué, en tous les cas, à cette équipe-là, sur ce match crucial. Mais je pense qu'ils ont voulu poser plus le jeu, poser plus le... maîtriser, vraiment la maîtrise plus des débats. Et c'est ce qu'ils ne savent pas faire, en fait. C'est pour ça que pour moi, ils compensent avec de la générosité, du cœur. Non, la générosité, pour moi, c'est pas la générosité et du cœur, c'est juste de la détermination, c'est de la confiance, c'est de la prise d'initiative. C'est autre chose en tous les cas. Pardon, on a effleuré le sujet, mais j'ai peut-être anticipé un peu Charles sur les débats, mais sur le débat. Mais il faut qu'on parle, et Jean-Marcel en a parlé tout à l'heure, sur cette équipe qui n'avait plus de jus et cet enchaînement de matchs. Mais le fait que Castro les matchs. Oui, mais Metz a d'avant. Alors, j'ai pas regardé. T'as regardé si Metz avait beaucoup fait tourner? On reviendra sur la profondeur de banc, effectivement, et les choix de Luis Castro sur l'idée d'avoir maintenu un socle quasiment identique entre Metz et Monaco. Ça a des conséquences assez importantes. Je suis d'accord, mais c'est un pari, il l'a tenté. S'il avait marché, on aurait crié au génie. C'est qu'il n'a pas beaucoup le choix. Mais le problème, c'est qu'il le dit. Tu veux pas qu'on en parle maintenant? Écoutez, on peut en parler maintenant. Non, mais il le dit très clairement. Tu viens de foutre en l'air tout le temps. Je le perturbe. Charles, ça fait 2 jours qu'il bosse. Non, vous inquiétez pas, je vais m'en sortir. Parce qu'en plus, tu sais que Simon de la Réunion, il t'écoute. Ah oui, mais on le salue au passage. Je savais pas d'où il était parti pour pas le mettre en difficulté. Je le mets en difficulté. Bon, en tout cas, je sais plus ce que je disais. Oui, mais il le dit très clairement, Castro. Il dit qu'il met les joueurs qui méritent de jouer et il sous-entend qu'il n'a pas vraiment de solution sur le banc pour avoir une équipe à la hauteur de l'élite de la Ligue 1. Comment dire, j'explique un petit peu je synthétise ce qu'il dit, mais et donc là on arrive à l'absence de profondeur de banc avec ce FC Nantes qui est déjà problématique. Ne casse pas le conducteur de Charles, et il a décidé qu'on en parlerait plus tard, donc parlons-en plus tard. On va y revenir sur la composition et les compositions proposées par Luis Castro cette semaine, et notamment entre Monaco et Metz, qui n'a pas beaucoup évolué. Mais en attendant, tu as parlé de déclic tout à l'heure. Certains ont parlé de déclic. Ça devait être le match du déclic. Finalement, c'est devenu le match de la claque contre Metz. Est-ce que c'est une claque qui assomme ou qui réveille, d'après vous? On le saura le week-end prochain. Ouais, super. Ça, c'est une super. Non, mais bravo, tu t'engages. Tu t'es toujours énormément engagé. Mouillez-vous. Moi, je pense que c'est une claque qui assomme. Moi aussi. Pab, vas-y, on te laisse.
Ben non, mais engage-toi. Est-ce qu'il va y avoir une réaction, un rebond au Havre? Est-ce que tu en es capable? Moi, c'est la question. Est-ce que Luis Castro, c'est un coach qui est capable voilà, mais est-ce que c'est un coach qui va comme ça rentrer dans ses joueurs? Ce qui est sûr, c'est que c'est une claque qui assomme déjà en interne. Oui. C'est une claque qui. Enfin, le match du PFC était très important. Il y a quand même Valdemar Kita qui commençait en tous les cas à s'inquiéter avant le PFC de son équipe qui prenait pas assez de points. Il voyait les saisons se suivre et se ressembler. Et donc, lui était inquiet et lui prenait des renseignements à droite à gauche ou s'interrogeait en tous les cas sur. Il avait besoin de regard sur du président Kita. Ouais, on parle du président Kita sur en tous les cas sur le niveau de son équipe, sur ce qui lui manquait, sur est-ce qu'elle était dans la bonne voie. Je pense qu'il avait besoin de vérifier des choses. Il a été un peu rassuré, on va dire, sur les deux premiers. Le dernier match, là, franchement, pas rassuré du tout. C'est David qui en parle dans son papier. Il y a eu, il a interpellé le coach à la mi-temps du match, alors qu'il y avait 0-0, et il l'a convoqué à l'issue de la rencontre pour s'expliquer. Alors convoqué, il y a eu une discussion entre les deux. Et on sait que et c'est pas là, on en reparlera, mais effectivement il y a le recrutement aussi qui a posé question et qui pose des questions au plus haut niveau du club. Donc il y a pas mal. Ce match-là a réveillé plein de choses. Beaucoup de doutes. C'est qu'en fait tout ce qui tenait à pas grand-chose depuis le début de la saison s'est effondré dimanche. Parce qu'on en a parlé, tous ces matchs où t'es un peu limite. Brest où tu proposes rien. Typiquement Brest, c'est un match que tu dois perdre. T'as Lopez qui te sauve tout, et ça arrivé plusieurs fois dans la saison où t'es à la limite, mais t'arrives à prendre un point. Et on l'a souvent dit ici, Luis Castro jusque là il a toujours réussi à prendre les points qu'il fallait pour pas être complètement inquiété. Il a réveillé en tout cas une forme de nervosité en interne et de doute avant un match qui, pour le coup, est lui aussi crucial. Je pense que si le FC Nantes se déplaçait à Paris, la situation serait haute samedi, mais il se trouve qu'il va au Havre, qui est aussi un concurrent direct et qui peut les mettre à 7 points. Donc, c'est que Luis Castro, en plus, il a souvent pointé le calendrier depuis le début de la saison en disant on a affronté des équipes qui sont au-dessus de nous. Ouais, c'est vrai. Ils vont finir par être tout au-dessus de vous là, si ça continue comme ça. Il y a le PSG, il y a Strasbourg. Parce que Nantes n'est pas encore dans la zone rouge. Non, mais enfin à égalité de points. Non, oui, on est bien d'accord. Ça joue à 2 buts d'écart, je crois, au goal average. Donc c'est dernier calendrier qui n'est pas non plus l'équipe que tu as. Non, mais on va le rappeler, Nantes avait l'occasion sur cette espèce de petite série de 3 matchs. C'était Metz, c'était Le Havre, et ensuite il y aura la réception de Lorient. Nantes avait vraiment l'occasion de se rassurer énormément sur le plan comptable et même en termes de classement. On n'avait pas prévu. Je pense que Nantes avait moyen de prendre peut-être 7 points. D'ailleurs, c'est plus possible du coup maintenant. Mais peut-être prendre 7 points sur cette série sur 9, ça aurait fait du bien. Ou même 6 points. Déjà, s'ils en prennent 6, et là t'étais à 15 points. T'étais à 15 points et tu respirais. Mais le problème, c'est que le bilan comptable, il est pas top. Hein. T'es au tiers du championnat déjà. T'as joué 11 journées et t'as gagné que 2 matchs, dont un peu à l'arrache contre Auxerre, et c'était au mois d'août. Donc effectivement, t'as ce match au Paris FC qui te dit que t'es pas loin, que t'es capable de faire de bonnes choses. Après Paris, t'as pas fait un grand match non plus. Mais oui, ça c'est inquiétant parce que tu gagnes pas beaucoup de matchs, et quand tu gagnes pas, tout de suite t'as la sinistrose, surtout à Nantes. Alors quand tu vois des équipes comme, pardon Charles, quand tu vois une équipe comme Angers, très peu de moyens aussi l'été dernier, voire pas du tout. Non mais voilà, ils vont chercher un nul, les Angevins au Vélodrome. Cette équipe, elle s'arrache. De toute façon, elle est programmée, on le sait, et elle n'est pas la seule. Le Havre aussi est programmé pour jouer le maintien. Et quand tu vois ces équipes qui arrachent des points comme ça, moi, j'ai pas l'impression que ce FC Nantes, peut-être qu'il me. C'est ce qui a été dur mercredi, c'est que tu perds contre Monaco, alors que tous les autres, t'as Metz et tous les autres surperforment. Le Metz gagne contre Lens, t'as Angers qui fait un nul à Marseille. Ah non, mais de toute façon, t'as fait la pire opération mercredi. Contre Paris, donc évidemment, t'as ces équipes-là, comme tu dis, qui sont capables de prendre des points. Et t'as cette sensation que Nantes n'y arrive pas. Voilà.
Donc si elle n'y arrive pas contre les gros, il va falloir qu'elle y arrive contre les équipes de son championnat. Mais évidemment, le truc, c'est David, la match de Metz, et c'est la question, et Luis Castro le répète quand même depuis un moment, c'est la question aussi, c'est quel est ton projet et ton objectif sur cette saison ? Pour moi, avec cette équipe-là, avec les changements, avec la révolution, il dit on est là pour construire quelque chose, je viens dans un club qui n'a pas de moyens, je fais avec les moyens du bord, tu sens quand même que tu as une équipe qui est là pour jouer le maintien et c'est tout en fait. Moi, je le ressens comme ça. Il arrête pas de dire qu'il a pas d'effectif. En même temps, il peut pas dire autre chose que. T'as perdu tous tes cadres à l'intersaison. Alors, tes cadres qui. Oui, mais. je pense qu'il fallait tourner la page de pas mal de joueurs. Tu vas pas te contredire non plus. Tout le monde dit qu'il fallait régler. Évidemment il va arriver sur Palois dans peu de temps. Évidemment qu'il faut tourner la page des cadres, c'est une chose. Mais il n'empêche que tu repars avec que des joueurs. Tu ne désires pas le remplacer. Qui connaissent pas le club. Bah oui. C'est ça le problème en fait. Le problème, c'est on arrive sur le recrutement. Désolé, Charles. Non, il n'y a pas de souci, mais manifestement, il y a de l'inquiétude. On va d'abord écouter Louis Leroux qui nous parle, effectivement, vous parliez de doute possiblement dans les strates du club, dans les vestiaires. Comment on perçoit les choses ? Louis Leroux a répondu après la défaite contre Metz. Non, pas inquiet parce qu'on sait ce qu'on est capable de faire. On travaille beaucoup au quotidien. C'est sûr qu'aujourd'hui, les résultats, ils ne sont pas bons et on en est conscient, mais pas inquiet parce que ce groupe, il a de la qualité. On est ensemble et c'est dans ces moments-là aussi qu'on voit les vraies équipes et les vraies familles. Voilà. Est-ce qu'on est inquiet dans le vestiaire ? Non, c'est serein. Le groupe vit bien, comme on dit. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ce qui est embêtant, je trouve, avec cette équipe et là où elle est lisible, c'est qu'en fait, celui qui est bon le dimanche et pas bon le match d'après, tu dis que tu marques pas de but, que tu galères offensivement, tu tires pas, tu cadres pas, t'en mets 3 contre Monaco. Tu dis que t'es solide défensivement, t'en prends 5 contre Monaco. Bah voilà. Et en fait. T'as pas, ce que je veux dire, c'est que t'as pas de continuité. Un coup, tu t'attaques pas. Parce que c'est une équipe qui cherche, c'est une équipe en construction. Et à chaque fois que tu dis que ça prend beaucoup de temps cette construction. Et à chaque fois que tu dis que t'as progressé dans un domaine, et le match d'après, patatras, tu n'y arrives pas. Voilà, exactement. Messieurs, on va passer au thème suivant. Les yéyés. Sheila. Pardon. Non, c'est pas possible. Les Poppies, effectivement. On va voir si les choses changent à Nantes. Ça siffle, c'est pas régulier. La zone de relégation est tout près dans le rétro. Donc sur ce point, non. Ça, c'est pareil. Effectivement, évidemment, on a connu des situations moins mouvementées et pourtant fatales à des coachs. Alors la question est simple et même légitime, surtout quand on est à Nantes. Luis Castro est-il assis sur un siège éjectable, messieurs ? C'est peut-être un peu précoce, mais enfin, on a vu. Je savais pas que tu allais nous demander de cette manière. Rien ne change, vous le savez bien. Je dirais non. Non, je pense qu'on va encore lui laisser du temps. Jean-Marcel l'a dit tout à l'heure. Il y a quand même. En fait, le problème dans ce club, je ne sais pas si c'est un problème, mais sans doute, c'est qu'il y a souvent 2 clans qui s'affrontent, 2 courants. Il y a Valdemar qui est un peu tout seul, et puis de l'autre côté, il y a Franck Kita avec tous ses collaborateurs. Franck Kita qui croit en ce projet Castro et qui a envie de continuer à y croire. Et c'est vrai que pour le coup, le président Kita, lui, il s'interroge. C'est normal, il voit que le compteur ne tourne pas. Donc, il s'inquiète. Le fait qu'il vienne à la mi-temps du match contre Metz, où il y a encore 0-0, qui s'entretienne avec son entraîneur au coup de sifflet final. Pour moi, ça ne le menace pas. Ça traduit juste, par contre, une nervosité ambiance, une inquiétude, un signal d'alarme, un contexte de bord de crise. On n'en est pas loin. Donc après, tout peut se passer sur la série à venir des 3-4 matchs qui seront jusqu'à la trève. Voilà, c'est ça. C'est qu'après le déplacement, c'est toujours dépendant des résultats. Je ne vois pas de changement jusqu'à la trêve, sachant que ça reste. La trève, elle est dans 8 jours. Oui, c'est ça. Je parle de celle de. Celle de Noël. Précise bien. Parce que... Pas la trêve internationale. Parce que souvent, c'est là que ça se passe aussi. La vraie trêve. Je vois pas de changement. Je pense qu'on ira au bout des matchs allés pour faire un premier bilan comptable, un bilan sur tout dans le jeu. Puis la capacité aussi à redresser la barre. Après, ça reste Metz, c'est un match, même si on l'a dit, il fait beaucoup mal. Donc, il faut revoir après la continuité, la façon dont réagit cette équipe sur les 3-4 prochains matchs pour avoir une idée un peu plus précise de la situation. On sait qu'on va sans doute jouer le maintien. Après, comment on va le jouer et dans quelle position, ça va être ce seront les matchs à venir là qui vont le déterminer. Non, mais pour moi, il faut quand même être cohérent. C'est le projet de la saison. Tu as pris Luis Castro en disant que tu repars d'une feuille blanche avec une nouvelle équipe et avec un projet. Et Luis Castro, en plus, tu le sais, et quand il a signé, c'est la première question qu'on a posée. On a dit c'est un entraîneur qui veut faire jouer ses équipes.
Et c'est un entraîneur qui a eu besoin de temps à Dunkerque. À Dunkerque, la première saison, il est relégable à la trêve. Et il l'a répété régulièrement. Je crois qu'ils avaient dû gagner 2 matchs, je crois, à la trêve. Ils étaient relégables à la ramasse. Et ils lui ont laissé du temps. Alors après, à Dunkerque, ils ont aussi recruté des joueurs ils ont ajusté d'expérience. Voilà, J'ai Bamin, notamment. Avec des joueurs qui connaissaient. Ils ont ajusté l'effectif au mercato. Voilà. J'ai vu un tweet passer d'un supporter dunkerquois il y a quelques jours. Est-ce que c'était après Monaco? Je ne sais plus. En tout cas, il s'adressait aux supporters nantais, il racontait, c'était après Monaco, il racontait ce qui s'était passé, tu l'as dit, tu l'as rappelé, et il disait que Dembaba, on l'a déjà dit dans ce podcast, était intervenu et s'était visiblement adressé aux joueurs alors que ça allait très très mal. Il avait dit on continue et je ne toucherai pas à Luis Castro. Il a besoin de temps. La question c'est, est-ce que c'est la question qu'on lui pose régulièrement, mais c'est difficile d'y répondre. Je comprends qu'il ait du mal à y répondre, mais est-ce qu'il est dans son tableau de marche de progression, est-ce qu'il estime être suffisamment à suivre suffisamment cette ligne-là? Parce que s'il est très en retard, une saison, ça va quand même très vite, et la Ligue 1, c'est pas la Ligue 2. Et effectivement, on le redit là, tu as une direction aussi qui à un moment se dit, regarde et dit waouh, c'est inquiétant, on est dans la zone rouge. Mais pour moi, si tu l'as pris au départ, c'est que tu acceptes de souffrir et d'être dans le mal au moins jusqu'en janvier, et après tu fais le bilan. Mais moi, ce qui m'a plu le plus, c'est l'absence de progression, je trouve. T'as quand même des progrès que j'entendais encore Jean-Marcel il y a 3 semaines. Non, mais rappelle-toi, ça y est, la saison est lancée. Si, en vacances, il est revenu pour Metz, il n'a pas vu le PFC, il n'a pas vu Monaco. Mais si, j'ai tout vu, même en vacances, je travaille moi de toute façon. Donc non, j'ai regardé les matchs. Quel escroc, en fait. D'ailleurs, c'est depuis le retour. L'autre à la Réunion, il doit pas regarder les matchs par contre. C'est vrai, vous avez raison, Jean-Marcel. Nous, on avait passé une super son de retour autour de cette table. Les grincheux. Le résultat exactement, les grincheux. Non, on peut pas dire qu'il n'y a pas eu de progrès. Enfin, tu vois des progrès intellectuelle. Sur le match du PFC, franchement, David, t'es d'une malhonnêteté. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de podcast la semaine dernière, parce que la semaine dernière, on aura enflammé. Le vrai problème, on peut pas demander à Luis Castro s'il est dans son plan de marche, puisque de toute façon, je suis pas sûr qu'il a l'équipe qu'il voulait avoir déjà. Ouais, justement, on va en parler parce que oui, il les a validés, mais il en avait demandé plus. Il y a plein de coachs qui ont validé tous les joueurs, mais est-ce que tu as ceux que tu t'espérais en tout cas? Il savait qu'il n'aurait pas de moyens l'été dernier. Il faut pas commencer à sortir le parapluie pour Luis Castro. J'ai pas dit qu'il savait qu'il n'aurait pas le moyen, mais entre les moyens je sais pas, entre le recrutement du FC Nantes et ce que fait Angers et Le Havre avec à peu près le même. Angers, c'est facile, il n'y a pas de recrutement. Non, et ils sont séparés de leur pièce maîtresse en plus, le SCO d'Angers avec Esteban Le Paul. Ouais, donc voilà, il y a des équipes qui ont résisté à ça. En tous les cas, qui ont gardé quelque chose. Mais tu viens de dire toi-même qu'il fallait virer tous les cadres. Oui, mais je comprends pas là. Je comprends plus rien. Si vous comprenez quand même. À partir il fallait virer tous les cadres, mais on n'était pas obligé d'aller recruter des joueurs à Sturm-Graz ou je sais pas où qui sont complètement éclatés. Un temps d'adaptation. Donc là, t'es en train de encore une fois d'avancer. Non, pas du tout, parce que c'est clairement. Mais lance-le ce thème. Lance-le, Charles. Ce que vous décryptez, si vous écoutez Luis Castro, il dit 2 choses. Il dit j'ai un effectif très jeune, c'était des jeunes issus du centre de formation qui doivent découvrir la Ligue 1, mais il pondère ça en disant arrêtez de leur mettre toutes les responsabilités, parce que les recrues que j'ai, c'est aussi des joueurs qui découvrent la Ligue 1, qui sont pas sur des championnats. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais non, mais c'est pas à toi que j'en veux. Ce sont des jeunes joueurs. T'en veux à qui? Moi, j'en veux à personne. C'est pour ça que je dire juste un constat, et ça fait beaucoup, si tu veux, dans un truc en reconstruction, avec beaucoup de joueurs à s'adapter. Il y a la fameuse phrase d'Anthony Lopez en milieu de mercato, au cœur du mois d'août, qui disait j'espère qu'on aura des renforts estampillés Ligue 1. Dans ce cas, c'est voué à l'échec. On voit bien ce qui manque. Mais non, on voit bien ce qui manque. Mais non, on voit bien ce qui manque à cette équipe. Il manque 1 ou 2 joueurs. T'as un mercato en janvier qui peut venir corriger ça éventuellement. Mais heureusement, par exemple, qu'on a pris sur les derniers jours quelqu'un comme Junior Manga, dont on voit bien à travers sa présence tout ce qui manque dans cet effectif-là. Non, mais il a redit Luis Castro dimanche après le match. Il a dit ma colonne vertébrale, qui est si importante dans un club de foot, c'était Awaziem, Manga et El Arabi. Et même si c'est pour le coup des joueurs d'expérience et des joueurs qui ne sont pas loin d'être à qui on doit jeter la pierre, c'est des joueurs qui n'étaient pas au club la saison dernière. Et pour moi, c'est important aussi de garder dans n'importe quelle équipe, même si, comme dit Jean-Marcel, il fallait renouveler l'effectif, tu as tout viré. Et pour moi, tu dois quand même garder
des gens qui connaissent un peu le club, des cadres. Tu as des mecs comme des joueurs qui étaient là depuis 6-7 ans, pas. Mais non, mais je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord, mais quand tu vois qu'Anthony Lopez, c'est ton cadre du vestiaire, il est arrivé en janvier. Oui, mais il n'empêche qu'il est là, il a 35 ans, il est là depuis un moment. Il y a Kelvin Amian qui est devenu le capitaine. Il y a Nicolas Kozza qui a été conservé, qui a quand même un peu d'expérience. Il a mis combien de temps à s'imposer? Non, mais Amian, c'est ton capitaine aujourd'hui. Oui, bah alors, qu'est-ce que t'as contre Kelvin Amian? À part qu'il parle au ralenti, qu'est-ce que tu lui reproches? Au moins, il parle. Bah non, mais bon. Non, mais rien d'autre, ok. Bah non, il faut mettre ça. Non, mais dis les choses. Tu y a des non-dits là. Faut que tu t'expliques. Mais non, mais Non, mais Kozza a été gardé. Mohamed, il est toujours là. C'est pas un joueur qui est non plus. Bah oui, c'est pas un cadre. C'est pas un joueur qui est fédérateur dans le vestiaire. C'était qui alors que tu aurais gardé qui? Par exemple, typiquement, non, moi j'aurais bien gardé Chirivella dans cette équipe, dans une équipe qui joue, j'aurais gardé Chirivella, tu vois. Chirivella, il a passé sa saison dernière à regarder il a regardé les ballons lui passer au-dessus de la tête. Oui, mais t'es lessivé de Comboré. Bah, c'est un joueur de ballon qui a regardé des ogives lui passer au-dessus de la tête sans jamais les toucher. Regardé lui qui était par contre fatigué, il l'a dit, il était essoré psychologiquement, il n'avait pas spécialement envie de rester. On va pas faire le film de l'été. Qu'il faut garder des mecs. Je dis juste que quand tu changes tout le monde, évidemment que il te faut du temps pour reconstruire quelque chose. Les jeunes, s'ils ont autant de temps de jeu, c'est très bien pour eux et ça les a guéris à la Ligue 1, mais c'est aussi un problème. On l'a dit, quand t'as la moitié de l'équipe qui est des 19, t'as la moitié de ton équipe qui est des 19. On va en parler effectivement, la composition de l'équipe, notamment sa jeunesse, et puis on va faire aussi, on va distribuer les points et les mauvais points. Charles Guyard, It West. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Pierre Arnaud Barre, Presse Océan. David Filippo, Ouest France. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Allez, c'est parti. David. Tonton David. C'est secteur A. Tonton David. Lyon top 50 est pas arrivé jusqu'au Vendée manifestement. Jackie et Benji. Les Nègres Marrons ont fait le bilan. Effectivement, les joueurs au crible sur ce match de Metz. El Arabi, 3 titularisations cette saison. Il me semble qu'Astro a-t-il trouvé son avant-centre d'après vous? Oui. Oh, c'est très bien. On est seul à avoir vu les 3 matchs. Mais non, mais El Arabi. Oui, moi aussi, je suis d'accord. Non, mais El Arabi, il t'apporte du liant dans le jeu nantais, dans l'attaque nantaise. Il joue quasiment, alors contre Metz, c'était un peu flagrant, même si ça n'a pas marché, mais il jouait quasiment numéro 10. Parce qu'il sait qu'il n'a pas ses cannes de 35 ans. Et 35 Oui. Il a 38. Bah oui, parce qu'il joue lentement. Oui, mais c'était une blague, David, merci de l'expliquer. Et en fait, il est lent dans son exécution, mais techniquement, il est extrêmement propre et il a la vision du jeu. Contre Monaco, sur l'ouverture du score, l'ouverture qui fait l'extérieur du pied pour Ablin, elle est magique. Et ça, t'as pas de joueur. C'est pas Mohamed qui a fait ça contre Monaco. Ben oui, c'était. Mais je te dis pas l'inverse. Ils se contredisent tout le temps. Mais non, mais je te dis pas l'inverse. Tu peux avoir un peu de technique, c'est quelque part. Je dis juste que ce qu'il y avait d'essentiel, c'était le cœur. Bah. Et puis par contre, c'est bizarre. Alors, là, il n'y a pas Simon. Maintenant, David et Jean-Marcel sont les meilleurs amis du monde. On sent que vous avez été parce que je l'ai pas eu pendant 15 jours. J'ai respiré. T'inquiète pas, la semaine prochaine, ça sera délétère. Quel enfer. Mais c'est horrible le podcast. Non, mais c'est surtout que par rapport à Mohamed, les dernières prestations de Mohamed, évidemment. Youssef El Arabi est bien meilleur. D'ailleurs, petit Mohamed a tellement été catastrophique. C'est important. C'est pour ça, parce qu'il s'inscrit dans le collectif et qu'il fait jouer les autres. Donc c'est ce que Mohamed est capable de faire. Il pèse énormément. Il a une vraie présence. Et pour le coup, il a trouvé son attaque, ce qui était déjà pas mal parce qu'il a beaucoup cherché, beaucoup tâtonné. Et là, en fait, il a quelque chose. Moi, j'ai un petit hommage quand même à rendre à nos confrères de l'équipe qui avaient fait un article sur Mohamed et qui avait publié la heatmap, vous savez, les stats Opta de Mohamed, où en fait la zone où il touche le ballon, c'est que le rond central. Et il expliquait derrière qu'en fait il touchait les ballons sur les coups d'envoi et après les buts adverses. Et en fait c'est ça Mohamed. Et son entrée contre Monaco, elle est dégueulasse. Hein. C'est lui qui perd la balle sur le 4e but. Il marque quand même. Oui, mais il perd la balle, mais il marque. Ouais.
il se rachète un peu. Bravo. Alors il y en a un qui n'a pas marqué contre l'AS Monaco, mais il avait marqué un bijou, on l'a dit, contre le Paris FC quelques jours avant. C'est Mathis Ablin. Est-ce que c'était un déclic pour lui? Souvent, les attaquants, c'est ça, il faut le but pour lancer la machine. Ouais, c'est un pétard mouillé. Est-ce qu'il y a aussi une Ablin dépendance? Est-ce que ça risque d'en arriver là? C'est le meilleur joueur de loin de ton équipe. Donc oui, tu as une dépendance à Ablin. Il est efficace de donc un Ablin en forme, l'équipe marche bien. Un Ablin ouais, mais le problème c'est qu'il le sait trop en fait ça. Et j'ai trouvé qu'il jouait par moments, il surjouait un peu contre Metz et c'était un peu, il était très individualiste quoi. Il tentait des actions, on a l'impression qu'il prend le ballon ou alors il prend ses responsabilités aussi. Ouais, mais faute d'avoir du mouvement autour de lui. J'ai trouvé qu'il tentait des choses qui étaient quasiment impossibles, quoi, des frappes. Il est quand même impliqué dans les 3 buts de Monaco. Pourtant c'est l'homme du match. Il n'a pas marqué, mais il est impliqué dans les 3. Et surtout, il a été capable de faire des différences de manière assez énorme. Il a permis de remonter le bloc, de déséquilibrer l'équipe adverse. C'était la principale menace du FC Nantes. Il constitue un danger à lui tout seul. Et d'ailleurs, Stéphane Le Mignon, après la victoire de Metz, avait dit que c'était le joueur à marquer, en tous les cas, et à éteindre côté nantais pour le FC Metz. Ils l'ont plutôt bien réussi. Alors je pense qu'il avait sans doute un peu moins de jus. On l'a vu, il y avait moins de fluidité dans ses courses même, et puis dans ses prises de balles. Mais effectivement, ouais, je pense qu'on est déjà sur une Ablin dépendance. Cette équipe-là, elle a besoin de lui. Et à son maximum pour être dangereuse. Et puis encore une fois, Ablin, c'est pas son profil, c'est pas un joueur de surface, hein, c'est un joueur qui part régulièrement de la ligne médiane, donc il fait des courses de 40 mètres à très haute intensité parce qu'il va extrêmement vite, il a plusieurs accélérations et il a un jeu très énergivore, donc pour moi il était à court de carburant dimanche. Ouais. En tout cas, on va poursuivre cette revue d'effectifs avec l'autre thématique. Ah, ça c'est toi qui as choisi encore. Non. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Shame 69, if the kids are united. Et oui, si les gamins prennent le pouvoir, mais il connaît ça en plus, Jean-Marcel, j'en suis sûr, il a pogoté là-dessus. Tu aurais pu mettre les Kids United. Oui, ça aurait pu, mais voilà. Chacun son truc. Hein. Ouais. C'est en tout cas l'idée de Luis Castro qui en avait causé avant la réception de Monaco. Entre un minot de 18 ans et un joueur plus aguerri, à compétences égales, l'entraîneur couche qui sur la feuille de match? Un joueur de 18 années, il est le même niveau qu'un joueur de 28. Je pense que le joueur de 18 devrait jouer, pour moi. Dans mon façon de travailler, dans un projet comme Nantes, par exemple, je préfère que joue le jeune. Il a deux choses, c'est qu'il ait plus de temps, il ait plus de marge de développement, et une autre chose, qu'il gagne plus de valeur pour le club aussi. Voilà, il promeut les plus jeunes pour aussi leur donner de la valeur. Non mais au moins il est transparent là-dessus. Ouais, parce que depuis des années, on a connu, comme tout le monde le sait, beaucoup d'entraîneurs au FC Nantes, et c'était pas toujours en tout cas au niveau des actes, c'était davantage la parole, mais pas d'acte. On privilégiait souvent les joueurs plus expérimentés parce que ça rassurait les entraîneurs d'avoir des joueurs de 25, 26, 27, 28 ans plutôt que des minots, quoi. Y compris en plus des entraîneurs qu'on fréquentait, hein, la Genelière plus jeune qui avait déjà cet ADN dans le sens sur la formation. Et puis voilà, il y avait le discours, on est proche des jeunes, mais finalement on n'en fait pas jouer beaucoup. Au moins Luis Castro, lui, il le dit. Alors c'est bien, tant mieux, on va pas se plaindre que des jeunes soient promus, mais est-ce que ça atteint pas ses limites aussi? Non, mais ce qui est plus facile aussi pour Luis Castro, c'est que c'est ce qu'on disait, t'as pas énormément de cadres à côté en fait. C'est pas les jeunes qui prennent la place d'un cadre parce qu'ils sont meilleurs, c'est qu'ils prennent la place parce qu'il n'y a personne en face. Et pour moi, ça c'est plus un problème, c'est que t'as des jeunes qui sont très talentueux, ils ont le niveau Ligue 1, ça il y a aucun problème là-dessus. Le problème d'un jeune, c'est qu'il a besoin aussi de temps en temps de souffler. Il y a l'influx nerveux, il y a l'enchaînement des matchs. Et tu passes des U19 à la Ligue 1 comme ça du jour au lendemain, ça se paye un moment. Tu prends Thil Tati qui a 17 ans, il a un talent incroyable et il a le niveau Ligue 1, il n'y a pas de souci. Sauf qu'en fait, là, il a enchaîné 11 titularisations de suite en Ligue 1. C'est le deuxième record du club derrière Michael Landreau. C'est très très bien, mais il n'a pas de doublure. S'il est moins bien, il ne peut pas souffler. Le souci, en fait, c'est pas que Thil Tati, c'est surtout que Thil Tati, s'il était tout seul à la rigueur dans cette équipe-là, c'est qu'ils sont 4-5 dans la rotation et dans le 11 de départ. La dernière fois qu'on a vu autant de jeunes issus du centre de formation FC Nantes en équipe première, c'est la saison 2016-2017.
J'ai donné les noms. Il y avait Dupé dans les buts, il y avait Kofi Gigi en défenseur central, il y avait Léo Dubois à droite, il y avait Valentin Rongier au milieu de terrain. Abdou Touré était sur le banc, mais pas encore vraiment dans la rotation. Et on avait Julie Loki sur le côté droit et Amin Harit. Amin Harit était le seul parmi ces joueurs-là à avoir 19 ans et avoir quasiment sauté l'étape réserve. Tous les autres avaient déjà un passé en réserve assez important, et voire certains en Ligue 2. Donc on n'était pas, certains démarraient en fait la Ligue 1 à 20, 21, 22 ans. Aujourd'hui, on a des joueurs qui sont entre 18 et 19 ans, et en plus ils sont tous ensemble. Voilà. Alors qu'à l'époque, il n'y avait qu'un seul joueur, c'était Amin Harit. Alors on va justement entendre Louis Leroux nous parler de cette promotion jeune, parce que lui il s'en félicite évidemment, il est concerné, mais surtout le fait qu'on monte tous ensemble dans l'équipe. Nous les jeunes, on s'est connus au centre la plupart. Moi il y en a, ça fait presque 10 ans que je suis avec eux quasiment, donc c'est quelque chose de fort, et il y a beaucoup de jeunes qui sont alignés ensemble, mais heureusement qu'il y a aussi des anciens qui nous accompagnent, Kelvin, Francis, Youssef et d'autres, Anto aussi, donc on a cette chance-là d'être accompagnés, et ça nous aide aussi. Franchement, il y a une très bonne ambiance, et c'est ce qui fait que ça fonctionne bien dans le groupe. On sait rigoler aussi quand il faut, et on aime bien remettre le match à la télé, et ceux qui ont raté des choses, les chambrer aussi, et ça fait partie du jeu. Ouais, il a dû y avoir beaucoup de chambrage après le match de dimanche, en tout cas, notamment pour le jeune Tillel Tati, malheureux sur le premier but messin, notamment, tu le disais, Jean-Marcel, 17 ans. Le fameux Jean-Marcel le fameux. Voilà. Tati, 17 ans, Guirassi, 19 ans, Tadibou, on va y arriver, décidément, Tabibou, 20 ans. D'ailleurs, Tabibou, on lui donne quasiment les clés du jeu à 20 ans, c'est quand même un peu risqué. Ouais, c'est pas risqué, on l'avait donné à... S'il était bien entouré, à l'arrière, ça ne le serait pas, effectivement, mais à côté de lui, il a Louis Leroux, et puis il a Herba Guirassi, donc c'est vrai que c'est une équipe qui est jeune, qui est en apprentissage. Moi, je les trouve plutôt à la hauteur, en tous les cas, des espoirs qu'on peut forger. En tous les cas, au rythme où ils apprennent, je trouve qu'ils vont vite. Ils ont fait d'énormes progrès par rapport à l'an passé. Je pense que quelqu'un comme Herba Guirassi, qui en termes de volume de jeu n'est pas du tout le même. Enfin, il avait des difficultés à tenir une mi-temps l'année dernière. Aujourd'hui, il est capable de faire de répéter des efforts à haute intensité à l'échelle d'un match, et notamment de faire énormément de replis défensifs sans perdre en lucidité dans ses dribbles. Par contre, effectivement, ils sont nombreux, et un peu comme ce que disait Pab, je sais que certains avaient été notamment surpris lors du premier match contre Paris. C'était du niveau de l'exigence de concentration, à savoir qu'ils étaient sortis de là, mais lessivés par la concentration qui était demandée sur un tel match en Ligue 1, et le répéter toutes les semaines à un âge où ils sont encore certains en évolution morphologique. Et évidemment, ça peut être compliqué, ou en tous les cas, ça peut être compliqué, mais ça c'est compréhensible et entendable. Ce qui est difficile pour eux, c'est qu'on ne peut pas, en tous les cas, les amener à tout porter ensemble, les espoirs de ce FC Nantes-là. Et il y a un autre aspect qui a été mis en avant par Anthony Lopez, t'en reparlais dans son interview du mois d'août, et Kelvin Amian l'a dit aussi il y a quelques semaines en conférence de presse, c'est que les jeunes, c'est très très bien, mais quand tu commences à te retrouver en difficulté, ce qui peut être le cas avec le FC Nantes, à traverser des moments difficiles, eh ben, ça peut être difficile aussi à gérer ces situations-là. Et c'est dans ces situations-là que tu as besoin aussi de cadres pour garder un peu la tête froide et maintenir un cap, parce que voilà, il faut aussi un petit peu d'expérience dans l'équipe. En tout cas, Herba Guirassi, 19 ans, double buteur contre Monaco, c'est le plus jeune auteur d'un doublé avec le FC Nantes en Ligue 1, il me semble. Oui, c'était sa top mercredi. Et je suis d'accord, vous êtes plutôt élogieux. Et tu disais tout à l'heure, ils ont niveau Ligue 1, la plupart. Mais il va falloir qu'ils apprennent vite, très vite, parce qu'il ne faut pas oublier que il y a beaucoup de buts qui ont été causés par des pertes de balles. Tabibou, je crois au moins à 2 reprises. Alors non, mais là on parle des jeunes. Ong aussi, mais mais en fait c'est collectif là-dessus. Tu peux, alors effectivement, c'est collectif. Tu pointes. Non, on parle d'erreurs individuelles. Donc Mwanga et Ong. Ok, mais en tout cas, Mohamed. Tati aussi. Non, mais je suis pas là pour critiquer les jeunes. Non, je dis juste je suis là pour pondérer comme je fais souvent, parce que je trouve que vous vous emballez très très vite dans ce podcast, et heureusement que je suis là pour pondérer. Mais non. C'est bien qu'il y ait au moins une personne qui t'enflamme. Hein. C'est toi. Parce que nous on le fait pas. Si, en permanence. Bon, messieurs, silence. On va le rompre. C'est ta fille tout qui de veut suite. dire la gênance. Ouais, c'est vraiment la gênance. La malaisance. La malaisance. Non, mais le problème, on l'a déjà dit sur les jeunes, c'est qu'ils peuvent pas tourner.
Et c'est ça la difficulté, c'est que bien le talent est là, mais à un moment, il faut avoir aussi de la relève, et je te souffler. Et c'est le problème du recrutement, des recrues qui ne sont pas au niveau. C'est le problème d'un effectif qui est trop court, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il a aligné exactement la même équipe. Il n'est pas trop court ton effectif. Si tes recrues apportent ce qu'ils doivent apporter, non, mais trop court en qualité, si tu veux. Il a aligné exactement la même équipe entre le Paris FC et Monaco. Et il a fait un changement entre Monaco et Metz. Mais ça traduit quoi ça traduit que t'as pas de mec sur le banc. Un manque de profondeur de banc, une volonté de trouver un socle solide aussi pour poursuivre. Là encore, je vais nuancer un peu. Heureusement que je suis là. Il manque quand même des joueurs en ce moment. Le Penant, il y a des blessures. Le Penant, Coquelin, Hong et Lado. Il manque 4 joueurs. Sur ces 4, il y en a peut-être 2 voire 3 qui peuvent être titulaires. Oui, mais il y en a un qui est tout le temps à l'infirmerie et un qui n'a pas le niveau déjà. Et un, on ne sait pas. Dis les noms, parce que là, tu dis des... Coquelin, il est blessé tout le temps. Hong, sur ce qu'il a montré, il n'est pas au niveau. Lui, je le mettais pas dans les 3. Lado, j'attends de voir. Et il y en a un qui manque cruellement, je suis tout à fait d'accord. C'est Joanne Le Penant. Joanne Le Penant, évidemment, au milieu de terrain, il manque énormément. Mais si tu as un milieu de terrain, moi je l'ai déjà dit dans ce podcast, si tu as un milieu de terrain, à un moment Coquelin, Monga, Le Penant, c'est pas la même chose. Évidemment. Effectivement. Charles Guyard, It West. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Pierre Arnaud Barre, Presse Océan. David Filippo, Ouest France. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. J'ai peur sans pouvoir dire ce qui me fait. Enrico Macias. C'est Enrico Macias. Ah, c'est magnifique. Alors là, franchement. Et c'est quoi le titre? Il vient de le dire. 3 fois déjà, 4 fois maintenant. J'ai peur. Oui, j'ai peur. A-t-on peur? Effectivement, j'en sais rien. En tout cas, après la défaite contre Metz, celle contre Monaco, elle est moins grave. Quoi qu'il en soit, le FC Nantes est dans la panade et va essayer de retrouver bonheur du côté du Havre. Pour en parler avec nous, notre confrère d'ici, Normandie, François Manoury. Bonjour. Salut messieurs. Salut François. Alors, est-ce que Nantes a toutes les raisons d'avoir peur d'aller au Havre? Pourquoi pas? Le HAC n'a perdu qu'un seul de ses 7 derniers matchs et est invaincu à domicile depuis la fin août. Fin de journée. Merci. Allez, c'était sympa. On va arrêter ici la discussion. Mais encore. Ah oui, c'est plus compliqué que... Bon, effectivement, vu sous cet angle, effectivement, ça va pas être simple pour le FC Nantes. Il y a une semaine pour se remettre un petit peu la tête à l'endroit, mais c'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur terrain pour aller se refaire la santé et la cerise du côté du Havre. Non, mais c'est une équipe qui est en confiance en ce moment, François. Ça se sent sur le terrain. On est sur une bonne dynamique. On sort d'une semaine avec 2 victoires et un nul et aucun but encaissé. Donc oui, la confiance est là. Et comment tu expliques ça? Parce que c'est un maintien qui a été arraché à la dernière seconde l'an passé, avec très 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 peu de moyens, voire pas de moyens pour recruter cet été. Et au final, le HAC est plutôt constant. Oui, mais je pense que ça travaille très bien. Effectivement, il n'y a eu aucun transfert payant. Tous les joueurs qui sont arrivés à l'intersaison, c'est soit des prêts, soit des joueurs libres. Mais il y a une... ça travaille bien avec le directeur sportif Mathieu Bonnemer, avec Didier Digard aussi, qui, je pense, a revu un petit peu sa copie. Je me souviens d'une phrase qu'il avait dite à son arrivée: je préfère gagner un match 5-4 que 1-0. Moi, ça m'avait fait un petit peu tiquer à l'époque, parce que comment on va marquer 5 buts alors qu'on n'a pas d'attaquant, et on a quasiment pas non plus aujourd'hui. Mais on est un petit peu plus solide défensivement, même beaucoup plus solide défensivement, peut-être un peu moins ambitieux dans le jeu, mais à l'arrivée ça tourne bien, parce que il y a cette assise défensive avec Sanganté Lloris en charnière, et puis Ayumu Seko, le japonais, qui s'affirme en sentinelle. En tout cas, vous n'avez pas gagné 5-4 encore, je crois, cette saison. Vous avez pris 6-2 à Marseille juste avant cette petite série et cette semaine à 3 matchs. Est-ce que justement cette claque a remis un peu les idées à l'endroit? Peut-être, mais c'est un score en trompe-l'œil, parce que à 10 contre 11. Une demi-heure, le HAC a été supérieur à l'OM, en toute objectivité. Le HAC menait d'ailleurs 1-0, et c'était
logique par rapport à la physionomie du match. Et puis il y a eu ce fait de jeu, ce penalty, ce carton rouge, ça fait couler beaucoup d'encre. Et à l'arrivée, Gauthier Lloris a été suspendu, expulsé. Marseille a égalisé sur penalty. Et puis en infériorité numérique, effectivement, le HAC a craqué. Mais pendant un tiers du match, le HAC a joué les yeux dans les yeux avec l'OM. Donc très honnêtement, il y a eu ce fait de jeu, on va pas revenir là-dessus, c'est fait, mais il n'y avait pas, je pense, une telle différence d'écart entre les deux équipes, contrairement à ce que pourrait indiquer le score final. Est-ce que vous êtes surpris par le début de saison du HAC, et notamment sa dernière séquence là ? Non, je dirais pas surpris parce que dès le début de la saison, malgré certaines défaites, dont la seule à domicile contre Lens, très honnêtement, ce jour-là, on avait bougé les Lensois. Le gardien de but lensois avait multiplié les interventions décisives. Ma grande satisfaction, au-delà du bilan comptable, qui est très satisfaisant à l'échelle du HAC, c'est le contenu. Alors oui, effectivement, sur la série de 3 matchs, on n'a marqué que 2 buts, mais il y a une cohésion, il y a un esprit de groupe. On sent que les joueurs ont envie de se battre les uns pour les autres, et c'est surtout ça la grande satisfaction. Je pense que Didier Digard arrive à créer une émulation. Et c'est une équipe qui a beaucoup changé par rapport à l'été dernier. Tu parlais de recrutement de joueurs libres. Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés, beaucoup qui sont partis ? Oui, il y a eu des mouvements, mais parmi les recrues, certaines tardent à se montrer. Je peux citer pêle-mêle Namli, Mambimbi, Pizarro, c'est un Chilien qui n'a quasiment aucun temps de jeu et qui ne devrait pas en avoir beaucoup avant son probable futur départ. Les seuls véritables recrues qui s'affirment, c'est donc le japonais Ayumu Seko. Dans les buts, Mori Diao, qui se montre solide, il avait réalisé une belle saison en Ligue 1 avec Clermont, mais non, cette équipe fondamentalement n'a pas tellement changé de visage en termes d'effectifs. Et dis-moi, il y a 2 joueurs, 2 ex-nantais qu'on connaît bien ici, forcément. C'est Loïc Négo et Abdoulaye Touré. Est-ce qu'il y a une statue à côté du stade d'Abdoulaye Touré après, évidemment, cette Panenka, donc cette Panenka marquée et ce maintien sur le fil la saison dernière ? Alors non, il n'y a pas la statue d'Abdoulaye Touré, mais c'est vrai que ça a été le héros de la saison passée, parce que faire cette Panenka à ce moment-là de la saison, avec ce dénouement-là, forcément que ça restera gravé dans l'histoire du club. Abdoulaye, il a quand même traversé un début de saison compliqué, parce que je pense qu'il a eu une forme de décompression à la fois physique, il a été contrarié par une blessure, et puis peut-être aussi psychologique, justement par rapport à ce statut de héros. Et vous avez peut-être vu sa sortie à Metz en fin de match quand il a été remplacé. Il a clairement manifesté son mécontentement à l'encontre de Didier Digard. Et d'ailleurs, il a été sanctionné. La direction a demandé, a ordonné même à Didier Digard de ne pas le retenir pour le match suivant. C'était contre Rennes. Et le match d'après, c'était contre Marseille. Il était remplaçant. Il est entré en jeu et d'ailleurs, il a mis une praline de malade dans la lucarne. Et depuis, j'ai le sentiment qu'on retrouve le patron du milieu de terrain et ce statut, en tout cas, de titulaire. Eh ben, écoutez, on a fait le tour, je pense. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup, François. On a de quoi être très inquiet, quoi. Oui, manifestement, on vient pas sereinement. La cote du Havre, elle est à combien là ? Parce que je pense que je vais mettre pas mal d'argent quand même. Mais je regarde souvent les probabilités de victoire. Alors, je sais pas qui fait ça, mais pour une fois, je crois que c'est peut-être la première fois depuis le début de la saison, le HAC a une probabilité de victoire supérieure à celle de son adversaire. Eh ben, je te rassure, Nantes, il n'y a pas souvent une probabilité de victoire pour Nantes. Il y en avait une, je pense, dimanche contre Metz, puis les parieurs ont perdu. En tout cas, après Le Havre, ce sera Lorient. On va essayer de pas balancer son port pour ces 2 prochains matchs pour les Canaries, parce que ce sera des matchs ultra importants, mais pour Le Havre aussi, et pour Lorient, ça le sera également. Merci beaucoup. Merci François. Bonne saison à vous. Merci, et toi aussi. Salut. À très bientôt. Salut les messieurs, c'est l'heure de se quitter déjà. C'est fini ? Oui. Et le thème sur les recrues. Les recrues. Écoutez, vous ferez ça avec Simon la semaine prochaine. En tout cas, si il veut revenir après tout. Il aurait pris 8 kilos à cause des roues saucisses. Ouais.
Et d'ailleurs, le podcast sera le mercredi au lieu du mardi. Non, mais c'est important. C'est 11 novembre. Ouais, il faut lui laisser le temps aussi de rentrer, d'encaisser le jet lag, c'est ça. C'est ça, en plus. Eh ben très bien. Encore merci. Et puis merci à vous Charles d'être avec nous, de rien. Tu t'es bien amusé. Jamais 203. On verra dans 3 ans pour la suivante. C'est ça. Et en tout cas, merci à vous d'être là, d'être venu, et merci à vous de nous écouter comme toutes les semaines. Et à très bientôt. À la semaine prochaine. Salut. Sans contrôle, un podcast proposé par les rédactions d'It West, Presse Océan et Ouest France, à retrouver sur toutes les plateformes. Allez.